Merci beaucoup, hein, encore une fois, à la filière de nous offrir cette opportunité de vous faire partager notre expérience. Vraiment, c'est une très belle expérience. Depuis 2016, en tout cas, où on a commencé les consultations de transfert, il y a vraiment des choses qui ont changé, des postures, des visions. Voilà. Donc, évidemment, cette aventure-là, elle est riche et très intéressante. Juste, hein, on avait prévu un petit plan quand même pour vous donner un petit peu la façon dont on va vous présenter les choses. On a fait les choses un petit peu différemment, mais on va se rejoindre sur pas mal de points. Voilà, donc on parlera des équipes, de l'organisation, et puis aussi de projets et d'événements qu'on a mis en place d'une manière transversale sur le pôle de pédiatrie et sur le CHU de Bordeaux, avec la maison régionale des AJA, un projet de recherche MLCARA, des journées passerelles avec des médiateurs de santé, et puis des journées rhumatisme inflammatoire chronique et sport qu'on a organisées communément avec les adultes. Et je voulais juste simplement dire que cette présentation se fera sous une philosophie très bordelaise, qui s'adapte bien, je trouve, à la transition et à la montée en âge. Donc, le vin, comme vous le savez, vieillit et s'améliore avec l'âge. Donc, j'espère que ces projets-là se feront demain. Et puis, pour les médecins, c'est pareil aussi. Et ce vieillissement fait qu'on s'améliore, je trouve. Voilà. Donc, cette philosophie bordelaise. Juste, alors, pour vous présenter les équipes et les partenaires, voilà, tout d'abord, l'équipe pédiatrique, composée de cadres de santé, d'Olivier Richet, PA, Johanna Clé, qui est plutôt centrée, elle, sur les maladies osseuses constitutionnelles. On a une puéricultrice qui fait de l'ETP maintenant et qui s'occupe de la transition, justement, et des consultations de transfert. Un assistant spécialiste, un CCA, et puis une kinésithérapeute. Voilà, présenter les figures de notre centre de compétences actuel. Ça, vas-y, si tu veux présenter tes… Oui, bah là, c'est l'équipe un peu au sens large donc de réseau du Centre national de référence des maladies auto-immunes systémiques rares. Il y a une association entre le service de rhumatologie adulte et le service de médecine interne adulte. Et puis, dans les acteurs qui sont présentés là, en médecine interne, c'est surtout Estibalis Lazaro qui va parfois voir des patients donc, en transition. Et puis, le docteur Isabelle Raymond qui est très impliquée plutôt dans la partie éducation thérapeutique. Et puis, nous, donc moi-même et professeur Richer, on voit des patients donc, en transition maladie auto-immune, Christophe surtout des lupus, puis moi un petit peu les autres, hein, en fait, les AGI, auto-inflammatoires, bon, puis les autres connectivites. Et puis, le docteur Mécène qui voit pas mal de transitions plutôt sur la partie osseuse, donc les maladies osseuses constitutives. Et puis, je vous ai remis le professeur Chaverbeck qui avait fait les premières transitions avec Pascal il y a très longtemps, mais quand c'était encore pas très formalisé. Donc, voilà pour le centre. Alors, juste pour parler de la transition et de notre organisation, on ne peut pas faire l'impasse sur notre organisation régionale, puisqu'on travaille évidemment avec des gamins qui viennent d'un petit peu partout et avec des référents dans chaque service de pédiatrie de toute la région. Donc, c'était pour montrer un petit peu la sphère et le périmètre d'action. Et il en est de même, évidemment, pour la médecine interne et la rhumatologie adulte. On ne nous a pas montré tout le réseau, évidemment, adulte, mais c'est à prendre en compte, puisqu'évidemment, des consultations ou des programmes de transfert et de transition se feront avec les équipes sur place, évidemment, et là aussi avec toute importance de la visio et de la téléconsultation qu'on fait régulièrement aussi. L'organisation donc du programme de transition, c'est celui-là. Alors, on va pas reprendre, hein, mais très clairement, on est parti de pas grand-chose et d'un concept très rudimentaire initialement. Et puis, c'est vrai que la filière nous a beaucoup aidé à réfléchir, à nous repositionner sur la façon dont on concevait cette transition, évidemment.
Et donc, voilà, hein, la phase de préparation, la phase de transfert et la phase d'engagement sont des choses qu'on a appris au fur et à mesure en travaillant les uns avec les autres. Et très clairement, ça, c'est un vrai bonus et un vrai plus. Évidemment, ben, tous les outils que nos collègues lillois utilisent, ben, on les utilise. Alors, autant que faire se peut et de plus en plus. On dira que tout ça, c'est une culture qui s'instille petit à petit et que nos collègues s'approprient progressivement pour aller vers ce qu'on souhaite de l'excellence dans le cadre de la transition. Les stratégies de passage, ben à Bordeaux, ben, c'est essentiellement la deuxième stratégie actuellement, hein, qui consiste ce que vous voyez là, avec l'idée d'aller plutôt vers la troisième forme de passage, qui est peut-être la plus aboutie, la plus progressive, je dirais. Voilà, bon, actuellement, nous, on fonctionne avec ce type de transition entre le pédiatre et le médecin adulte. Alors, il y a des variations de temps en temps, mais enfin, grosso modo, c'est le schéma. Donc, l'idée est assez simple, mais vous allez voir, la réalité est parfois plus complexe. C'est ce qu'on peut... Voilà. Donc, entre les phases donc, pédiatriques et adultes, il y a cette consultation et ces consultations de transfert que l'on a mis en place depuis 2016, qui sont donc formalisés. Il y a deux rendez-vous dans l'année, janvier et juillet, qui sont intangibles. Et puis après, on s'adapte en fonction des situations des enfants et des différents médecins. Grosso modo, donc deux consultations dans l'année systématiques où l'adolescent ou jeune adulte va être accueilli en pédiatrie par la puéricultrice, par Karine Denoué, que je vous ai présentée initialement. Puis, ils sont accompagnés, ils vont faire les papiers, ils vont visiter l'hôpital adulte qui est juste en face, hein, en tout cas pour la rhumatologie. Donc, il y a un accompagnement physique dans le bâtiment d'en face. Et puis, une présentation à l'ensemble de l'équipe, enfin, à la majorité de l'équipe de médecine adulte et de rhumatologie pour ce qui concerne Marie-Élise, pardon. Et il y a une visite du service, de l'hôpital de jour, etc., etc. Donc, il y a une appropriation des locaux. Et voilà. Quand c'est la consultation à distance, ben, on utilise bien entendu la téléconsultation. Donc, le pédiatre et le référent CHU sont présents en général à Bordeaux avec le patient et on convoque les référents adultes, pédiatres ou spécialistes localement. C'est le pédiatre qui va référent qui suit le patient, qui va activer la demande après un accord et après une période de maturation pédiatrique. Et ensuite, le rhumatologue ou l'interniste présent est défini selon la pathologie du patient. Donc, alors là, on va au-delà des maladies inflammatoires, mais en rhumatologie non inflammatoire, bien c'est Nadia Messen-Cêtre qui va prendre le relais d'ostéogenèse imparfaite et autres. Marie-Élise fait la plupart des situations, donc arthrite juvénile, rhumatisme inflammatoire, sclérodermie et maladies auto-inflammatoires. Avant, c'était avec Thierry Chaverbeck, voilà, mais maintenant, c'est vraiment un duo bien rodé avec Marie-Élise. Concernant les lupus, ça dépend de la présentation du lupus, ça sera peut-être parfois plutôt Christophe ou Estibalise Lazaro en médecine interne. Et pour tout ce qui est médecine interne, c'est Estibalise Lazaro sur un autre site. Voilà. Donc, seront présents à cette consultation de transfert le pédiatre, évidemment, le rhumatologue ou l'interniste, parfois une puéricultrice ou une infirmière de rhumatologie, et parfois on peut, à la demande ou en ayant préalablement travaillé avec l'adolescent, il peut y avoir une assistante sociale ou une psychologue de rhumatologie qui prendra le relais. La durée, très clairement, elle est d'1 heure, hein, on l'a voulu. Alors, c'est un mercredi. Toute la journée est exclusivement consacrée à ça. Donc, on sanctuarise cette journée et c'est 1 heure. Alors, ça peut être un peu moins, voire un peu plus. On s'adapte en fonction des patients. La consultation, comment elle se passe? Eh bien, d'abord, présentation tout à fait simple. Moi, je tutoie, Marie-Élise vous voit.
Le pédiatre que je suis, en général, présente un résumé ou une chronologie de la pathologie, mais aussi du vécu et de la vie du patient qui est en face de nous. On fait le point de la situation, mais en général, évidemment, les patients sont stabilisés. Le transfert ne se fait pas dans une situation aiguë ou déstabilisée. Et on prend le temps de parler de beaucoup de sphères, hein, la sphère sociale, professionnelle, festive, addiction, etc., etc., évidemment. Voilà. Et moi, je tiens vraiment à cette phase aussi. J'ai besoin de refaire le point avec l'adolescent à la fin de la consultation ou à un moment donné, qui me propose de savoir comment il a vécu toutes ces années, comment il s'est construit de toutes ces années en pédiatrie, parce que souvent c'est compliqué à un âge plus précoce de parler de ces choses-là. Et donc, l'idée de cette consultation, c'est de faire un point global de la situation et du vécu, de ce qui s'est passé, avec parfois des choses extrêmement émouvantes qui vont ressortir, vachement riches, et parfois des choses qui peuvent remettre en question aussi ma posture, mes façons de faire. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans cette phase-là, mais voilà, il y a cette dimension-là qui à mes yeux, est très, très importante. Importante pour moi, pour Marie-Élise, mais aussi pour le jeune adulte. Voilà, faire ce point-là global, plus systémique, plus holistique, je dirais. Voilà. Et ensuite, parfois, assez souvent même, on fait le point avec les parents qui sont derrière à la porte, on refait une restitution de ce qui s'est passé pour se projeter vers un avenir et vers une prise en charge en médecine adulte. Voilà. Par rapport au vouvoiement, juste pour ajouter un petit mot là-dessus, moi j'étais longtemps effectivement dans l'hésitation entre les deux, et puis on avait pas mal discuté à la filière. Et puis il y a un jour un patient qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué, et il devait sentir que j'hésitais un petit peu, et puis il m'a dit mais de toute façon vous allez encore me suivre dans 20 ans, alors dans 20 ans vous n'allez pas me tutoyer quand même. Et je me suis dit, bah oui, en fait, voilà, il faut prévoir l'avenir. Et si j'hésite à la première consultation, ça va être de plus en plus difficile. Et puis, voilà, je ne vais pas toujours suivre un adolescent. Il va devenir vraiment un jeune adulte, et puis adulte vraiment bien confirmé. Et ça compliquera les choses. Donc, à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit que c'était effectivement bien. Donc, on a cette posture différente, mais ça ne les gêne pas du tout. Ils sont très, très contents, hein, quand on a fait la restitution. Finalement, qu'on passe à ce vouvoiement, ils se sentent investis à ce moment-là. Alors, juste depuis 2016, on a fait un peu le compte. Il y a environ 120 patients qu'on a transférés, entre guillemets, dans ce cadre bien protocolisé, je dirais. Voilà. Ça, je vous ai mis cette diapositive parce que c'était un document que j'ai fait en 2015 pour envisager donc cette consultation de transfert et ce programme de transition. Et vous voyez ce que je marquais. Je vais battre ma coulpe, hein, mais c'est pour montrer qu'on a bien avancé. Donc, voilà des choses que j'ai repris. Hein, donc, à quel moment on doit envisager le transfert? Au moment où le suivi de l'adolescent devient un suivi adulte, ce qui ne veut pas dire grand-chose finalement, et ce qui sous-entend que finalement, parfois, on considérait la transition ou le transfert d'un claquement de doigts et qu'il n'y avait pas de maturation, de préparation préalable. Voilà, et ce qui était vrai, quelque part. Ce qui était vrai, un jour, on se réveillait, on se disait à la consultation, tiens, je vais te transférer. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on est bien revenu, et grâce à la filière, on a beaucoup avancé. Et je marquais aussi, vous voyez, je se situe à la fin du processus de transition. Non, effectivement, on a bien appris maintenant que le transfert se fait au milieu et qu'il y a un avant et un après qui est constitué, travaillé et bien fléché. Et puis évidemment, il n'y a pas d'âge automatique, c'était fonction de la maturité physique, l'état médical, du bon équilibre, etc. etc. Et tout ça laissait sous-entendre aussi qu'il y avait un côté passif dans la transition, et que c'était fonction de on y arriverait à un moment donné. Non, maintenant la transition elle est préparée au préalable avec des outils, et on en parle bien plus en amont qu'on ne le faisait à l'époque. Voilà, parce que clairement, je crois que le pédiatre que je suis ou les pédiatres que nous sommes,
repoussé l'échéance inconsciemment, je crois, pendant pas mal de temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on a bien évolué là-dessus. Donc ces phrases-là ne devraient plus évidemment paraître sur ces diaporamas. Et il y a des petites, juste pour ajouter un petit truc sur cette diapositive-là, c'est qu'il y a deux petites choses, enfin deux gestes techniques qu'on fait dans le service qui ont permis aussi, pour certains patients en tout cas, de faire une première approche. C'est qu'on fait des échographies ostéo-articulaires dans le service, et puis moi je fais des capillaroscopies. Et donc ça nous est arrivé à plusieurs reprises finalement de faire cet examen à un enfant, hein, du coup, dans le service. Donc, ça lui a fait une première approche. Il a vu déjà le service, il a rencontré certains intervenants, et puis il nous en reparle le jour du transfert, et ça lui a fait finalement un premier contact. Donc ça permet aussi de faire les choses un peu plus en douceur, ce partenariat finalement entre nos deux services, même avant le transfert. Alors, c'est compliqué le transfert. Puis, on est revenu sur un certain nombre de phrases que moi-même, je pouvais lire, hein, parce que là aussi, hein, le pédiatre que je suis avait des représentations du service de rhumato, du monde adulte, parfois un petit peu fausse, et on a appris à se connaître et à mieux travailler, et évidemment que ça va beaucoup mieux, mais et sous le couvert de blagues parfois, et donc je considère comme déplacé maintenant, tu vas passer du côté obscur de la force, c'était assez classique pour plaisanter, hein, voilà, donc ça mettait Marie-Élise dans une situation bien obscure de black woman, hein, voilà, donc qui est l'adolescent effectivement, voilà, où ça va être dur, mais il faut que tu y arrives, donc ce côté un peu, voilà, donc très clairement on a appris à mieux faire, et puis ce genre de plaisanterie ou d'humour déplacé ou peu nuancé ont disparu de mon vocabulaire, de notre vocabulaire, et ça a changé nos postures, évidemment, et je trouve qu'on a bien progressé de ce côté-là, et c'est plutôt satisfaisant. Je voulais juste reparler de différents projets, hein, qui sont déjà bien au-delà des projets. C'est une plateforme transversale ETP Transition qu'on est en train de mettre en place sur le pôle de pédiatrie, hein. Juste pour redire un petit peu sur cette frise, quelle était l'évolution des choses, en tout cas sur Bordeaux, d'un point de vue national et sur Bordeaux. Voilà, donc les premières expériences ETP 96, les premiers plans cancer et plans maladies rares en 2004, les premiers programmes ETP en pédiatrie 2010, et puis en 2012, plan cancer Maraja, qui est une plateforme adolescent jeune adulte en cancéro, a été installée à Bordeaux, avec un nouveau regard sur la médiation en santé. Vous comprendrez pourquoi j'en parle. Filière maladies rares en 2014, et puis un premier comité de pilotage AJA Transition sur le pôle de pédiatrie auquel j'appartiens et où je suis assez actif, et qui a permis en 2020 de voir l'avènement d'une plateforme ETP Transition des maladies rares sur le CHU de Bordeaux. Vous voyez que sur le CHU de Bordeaux, il y a 13 programmes en pédiatrie sur les maladies rares, dont la rhumatologie, bien entendu. Je passe assez vite là-dessus. Donc, tout ça pour dire qu'on a, depuis 2020, donc, une plateforme transversale ETP Transition avec une puéricultrice, un mi-temps de psychologue et un temps d'infirmière. L'objectif étant d'assurer que chaque adolescent atteint de maladies rares chroniques invalidantes puisse bénéficier d'un accompagnement pluriprofessionnel et psychosocial vers sa vie d'adulte. Donc, pour mieux se connaître et s'épanouir dans sa personnalité et ses projets singuliers, consolider ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être. Voilà. Donc ça, je vous ai mis ici la construction qu'on a mis en place de cette plateforme, de cette structure qu'on a appelée CAPADJA, hein, donc cellule d'accompagnement personnalisée pour les adolescents et jeunes adultes, donc avec la rencontre initiale des différentes filières, la création d'un diagnostic éducatif pour les jeunes adolescents, l'élaboration d'ateliers, des flyers, une communication, la rencontre avec des AJA, voilà. Et un programme qui remplit, qui est très clairement très positif et qui nous aide beaucoup pour les situations notamment les plus compliquées. Voilà. Donc ouais, ça c'est une expérience plutôt
plutôt bien dans l'évolution des prises en charge des AJA. Le public cible, donc, c'est les 15-25 ans, bien entendu, porteurs d'une maladie rare, avec 20 centres de référence et compétences sur Bordeaux, avec une file active donc, estimée à 1200-400 patients, voilà, et qui prend son envol et son essor avec vraiment des choses très constructives et très intéressantes. Le prolongement de tout cela, c'est un projet régional de Maison des AJA en Nouvelle-Aquitaine, sur Bordeaux. Donc, l'idée est de reprendre, de faire de la médiation en santé et de travailler autour de l'insertion du jeune et de la prise en compte de ses difficultés au travers de sa maladie, donc avec des choses que vous connaissez, hein. Donc, l'insertion scolaire, socio-professionnelle, problèmes de sexualité, d'autonomie, de rencontre avec les pairs, etc., etc. Pour l'instant, ces espaces de transition AJA en France existent dans différentes villes. Il y a pour l'instant pas grand-chose à Bordeaux, bien qu'il y ait une structure qui s'appelle Maraja, qui est simplement pour l'instant dévolue aux patients ayant eu des maladies cancéreuses, et avec une structure existante, un lieu de vie indépendant de l'hôpital des enfants. Et l'idée est d'étendre cette structure à toutes les autres maladies rares dont les patients dont on s'occupe. L'idée donc de cette maison régionale, ce projet régional Maison des AJA, donc c'est de faire passer Maraja et d'associer Maraja à Capaja, avec des locaux, comme vous le voyez, qui sont très clairement des lieux de vie tels qu'ils peuvent exister dans d'autres villes, et faire profiter aux ados et aux jeunes adolescents, aux jeunes adultes d'une prise en charge et des regards croisés pluridisciplinaires, avec voilà, le tout chapeauté par une médiatrice en santé qui est formée pour. Donc voilà ce lieu de vie. Donc, la médiatrice en santé s'appelle Karine Dugas, qui a apporté vraiment un regard nouveau sur le dispositif et qui a permis de mettre des ponts, notamment avec la faculté de Bordeaux, et il a permis donc de faire émerger des travaux de recherche autour de la médiation en santé que je vais vous présenter maintenant, puisque je participe à ce projet MLCARA et que ça, on pourrait éventuellement entendre leur façon de voir et leurs différents projets. Alors, qu'est-ce que c'est MLCARA? Je ne vais pas tout détailler, mais vous pouvez aller sur le site MLCARA que vous avez là, qui est très bien fait, qui est très intéressant. Alors, c'est un dispositif de médiation auprès d'étudiants et de lycéens atteints de cancer ou de maladies rares, qui a pour objet donc de relier ces patients aux professionnels de santé, aux professionnels de l'éducation et avec l'entourage proche. C'est un groupe de chercheurs en sciences humaines et sciences de l'éducation au départ, qui dépend de Bordeaux. Et donc, l'objectif est de comprendre le vécu des jeunes patients suivis pour une maladie. Le financement est un fonds social européen. Donc, il y a eu un projet Melcara 1 qui est reconduit Melcara 2 et qu'on va donc poursuivre, qui a pris un peu de retard du fait du Covid, qui est soutenu par la région Aquitaine Université et qui réunit donc l'Université de Bordeaux, le CHU et l'association Carillon, que je vous laisse découvrir vous découvrirez sur le lien Internet. L'objectif concret de cette expérience, c'est l'accompagnement du parcours de vie d'élèves et d'étudiants à l'épreuve de maladies chroniques, hein, donc mettre en lien, faire de la médiation entre les structures éducatives, structures scolaires, les centres de soins, les associations, grâce à des médiateurs et des assistants sociaux. C'est encadrer et former des médiateurs de santé. Il y a un diplôme universitaire et un MOOC existant. Et il y a une plateforme web Carillon qui est une ressource et dispositif dédié aux jeunes, et aux parents et professionnels dans ce cadre. Et l'objectif, là, à la fin de l'année, en juin 2002, c'est d'organiser une journée d'études qui sera cette année consacrée au problème de transition dans ces pathologies et qui réuniront rectorat, Pôle emploi, associations, sociologues, etc., etc. Ça a débouché, ça aussi, sur une journée que l'on avait conçue en mars 2020, mais qui a été abandonnée du fait du Covid, et qui a été faite en mars 2021, qu'on appelait Journée Passerelle, qui s'est faite sur la plateforme Maraja, et donc où les adolescents et jeunes adultes pouvaient rencontrer
des assistantes sociales, des APA, des gens qui ont parlé de sexualité, de contraception, etc., etc. Une journée très riche sur toute une journée, voilà, qu'on va réitérer chaque année maintenant. Et puis, autre événement qu'on a pu générer grâce à notre partenariat pédiatrie et adultes, c'est ces journées rhumatisme inflammatoire chronique et sport dont va vous parler Marie-Élise. Oui, merci Pascal. Donc effectivement, en fait, cette journée est née d'un double constat qui était que, en fait, ça serait bien que les jeunes entendent parler de la transition par quelqu'un d'autre que par les médecins et éventuellement par des pairs. Donc ça serait très intéressant. Et puis, on voulait en profiter pour l'associer finalement à une autre thématique qui nous tient beaucoup à cœur en rhumato. Nous, les rhumatologues, on veut toujours remettre les gens au sport, hein, c'est un petit peu notre lubie. Et donc, en fait, on voulait souligner l'importance de l'activité physique pour les jeunes. Et puis, on s'était dit que ça serait un bon prétexte pour nouer du lien. Donc, en fait, on a fait cette journée Bouge ton RIC. Alors, on a en partenariat avec le service de pédiatrie. Et puis là, vraiment, avec une équipe aussi adulte qui était très impliquée aussi au niveau paramédical avec notre cadre de santé, les infirmières qui se sont beaucoup investies dans l'organisation de cette journée. Et donc là, vous voyez finalement, je vais vous montrer le programme, donc, qui était en fait un programme divisé, donc c'est sur toute la journée, c'était divisé en deux parties. Le matin, après un accueil où tout le monde a pris un petit peu la température de tout le monde, on a appris un petit peu à voir qui était qui, etc. Ensuite, il y avait vraiment eu une présentation un peu plus formelle de la part de l'équipe adulte pour dire ce qu'était finalement la rhumatologie, la suite du suivi, etc. Et puis ensuite, il y a vraiment eu une période assez longue de discussion. Donc, en fait, on s'est tous mis en cercle et puis il y a eu un retour d'expérience. Et puis, il y avait une question un peu prétexte qui était autour de l'activité physique. Et c'est là que finalement, la personne dont j'ai parlé un petit peu plus tôt pour ceux qui sont dans la commission, qui est finalement un adulte. Alors, je ne sais pas si on peut dire un jeune adulte, un adulte jeune, puisqu'il a 35 ans, a fait un retour. Donc, il a une spondylarthrite juvénile qui a débuté dans l'enfance et puis il a finalement fait cette transition un peu tout seul, puisque c'était une époque où on ne faisait pas de transition formalisée. Et puis, lui, il a fait beaucoup d'activités physiques, donc il est venu faire ce retour d'expérience. Et puis, il a fait finalement un retour d'expérience sur la transition. Il voulait faire sur l'activité physique. Et puis, les questions qui sont sorties de tout ça, c'est des questions beaucoup plus larges, où tout le monde s'est exprimé. Et puis ensuite, on avait des jeunes adultes qui venaient de faire leur transition et qui ont aussi, l'un après l'autre, parlé finalement. Donc là, ils avaient plutôt 20 ans. C'était des patients qu'on suivait dans le service. Et ils ont parlé de comment ils avaient vécu leur transition et puis comment ils vivaient maintenant le suivi chez les adultes. C'était vraiment des moments très, très forts. Ça a fait ressortir tout un tas de choses extrêmement fortes. Moi, je ne m'attendais pas forcément à ça. J'ai presque, bon, après, on n'aurait pas forcément pu les utiliser, mais j'ai presque regretté qu'on n'ait pas pu enregistrer ces échanges parce que c'était, même, je pense que les jeunes adultes avaient un peu préparé ce qu'ils allaient dire et ils ne s'attendaient pas à dire autant de choses. Et je pense que les adolescents ont été un peu scotchés par tout ça. Alors, à cette période-là, à ce moment-là, ils étaient un petit peu plus passifs parce qu'ils étaient un peu impressionnés peut-être par ce retour d'expérience. Et donc ensuite, il y a eu une phase un peu plus d'échange, de questions. Ensuite, on a mangé tous ensemble et là, ça a été le moment où toutes les langues se sont déliées et on a pu partager tous les vécus finalement qui n'ont pas été partagés en public. Et ensuite, on a fait les activités physiques ensemble, donc par petits groupes. Donc voilà, on s'est vraiment mouillé, hein, vous allez voir, pour être vraiment avec eux et c'était vraiment super. Donc là, c'est la période au départ de présentation, donc un peu formelle, peut-être un petit peu descendante. Donc là, c'est le professeur Chaverbeck qui est revenu sur l'historique de avant la transition et donc il a parlé. Donc là, à ce moment-là, il y a encore les parents qui sont là. On leur a demandé de partir après. Donc ensuite, il n'y a que les
adolescents et les jeunes adultes qui sont restés. Donc là, c'est la période un peu plus en cercle. Donc là, vous voyez au centre, c'est notre patient témoin qui est venu raconter un petit peu son vécu. Alors, on avait bien identifié, il y avait les patients qui étaient avec finalement leurs vêtements de tous les jours. Et puis nous, on avait des vêtements spécifiques. Donc, on voit les patients témoins, donc il y avait des t-shirts bleus, l'équipe adulte qui avait des t-shirts violets, voilà, l'équipe pédiatrique qui avait des t-shirts bleu clair. Comme ça, tout le monde pouvait bien être identifié. Bon, là, c'est le petit moment convivial de repas de midi. Et puis, les activités physiques. Donc, on avait des entraîneurs ou des enseignants en APA qui sont venus nous aider. Et donc, avec une petite initiation au tennis, juste pour info, il y a une patiente une jeune patiente qui était complètement très inhibée en fait dans la première partie et là qui s'est complètement lâchée au moment du tennis. Et d'ailleurs, elle a dit qu'elle allait s'inscrire parce que ça l'avait vraiment transcendée. Et effectivement, elle était assez douée. Donc, on était hyper contents parce que ça l'a complètement épanouie et ouverte. On a fait cette activité-là de sauvetage en piscine. Et ça a été assez énorme parce qu'à un moment donné, après les entraînements, donc c'est comme le brevet maître nageur sauveteur, on a vraiment formé les jeunes. Et à la fin, la petite épreuve, c'était pour les jeunes de nous sauver nous. Et ils nous ont dit, mais c'est hyper chouette cette inversion des rôles. Ils se sont sentis investis de venir nous sauver dans la piscine. Et ils étaient ultra contents de cette inversion des rôles. C'était assez énorme aussi comme expérience. Et puis, il y a eu aussi l'escrime. Bon, voilà, on a pu tous essayer l'escrime. C'était extrêmement intéressant parce que là, pour le coup, c'est quand même une activité qui n'est pas forcément démocratisée partout et ça faisait encore un truc nouveau à essayer. Donc, les jeunes étaient extrêmement contents de tout ça. Donc, une journée vraiment extrêmement riche en échanges et derrière, voilà, en réflexion. Et nous, ça nous a éveillé à plein de questions que se posaient les jeunes. Voilà, on va juste terminer. Un petit remerciement à Mélanie, Muriel et puis à toute l'équipe de la filière qui nous ont très clairement bien aidés à avancer, à concevoir tout cela. Et avec tous les outils qui sont disponibles, franchement, voilà, on a bien évolué grâce à tout ce travail.